Chapitre 6. Jamais araignée ne prit plus de peine à réparer sa toile brisée que Waldemar Fitzurse a rassemblé les membres épars du parti de Jean. Nul ne s'était attaché à la fortune du prince par estime ou par sympathie. Seul avait joué l'intérêt. Fitzurse dut s'ingénier de 100 manières à convaincre les uns et les autres qu'un retour de Richard n'était rien moins que vraisemblable, et que, se produisit-il, leur attitude n'en devait pas changer. Il avait triomphé de toutes les résistances et obtenu des barons qu'une assemblée se tiendrait à York pour hâter le couronnement de Jean lorsqu'il rentra, épuisé, au château d'Ashby. Sa stupéfaction fut extrême d'y retrouver de Bracy dans un étrange accoutrement, casaque et haut-de-chausses de gros drap vert, couvre-chef de cuir, couteau de chasse au côté et corps suspendu à l'épaule, arc en main et flèche à la ceinture. Que signifie cette mascarade? C'est bien le moment, quand le destin de Jean se joue à cette heure. Mieux vaudrait me seconder face à ces poltrons qui flageolent sur leurs jambes au seul nom de Richard. Chacun ses affaires, Fitzurse. Je songe aux miennes. Sache donc que, cette nuit même, sous ce déguisement qui t'héberlue, cher ami, je tombe sur le troupeau de porcs saxons qui vient de quitter Ashby, et j'enlève la belle Rowena. Es-tu fou? À l'heure où Jean a plus que jamais besoin de la sympathie du peuple, un tel coup d'audace contre des Saxons, encore riches, encore puissants, que ce peuple vénère. Ne crains rien, toute la responsabilité de l'affaire retombera sur les houtlots qui infestent la forêt d'York. Comprends-tu maintenant, cher Waldemar, le pourquoi de cette mascarade? Nos Saxons couchent cette nuit au couvent de Saint-Witold. Demain, des hommes à moi fondent sur eux. Je survins, un chevalier courtois, délivre la belle, l'emmène au château de Front-de-Bœuf, ou en Normandie, et sa famille ne la revoit que dame et épouse de Maurice de Bracy. Admirable plan, mais tes hommes sont à York. De Bois-Guilbert me prête les siens, et me seconde dans l'attaque. Il s'empare de la belle, et, mon costume d'outelot au diable, j'entre en scène et la sauve. Bien combiné, tu réussiras sans doute à enlever la demoiselle, mais l'arracher ensuite des serres de Bois-Guilbert, c'est une autre affaire. Ce faucon-là ne lâche pas facilement sa proie. Tandis que les héros d'armes, suivis des fanfares, appelaient en vain le triomphateur de la seconde journée du tournoi, le chevalier, auquel la foule avait donné le sobriquet de noir fainéant, remontait vers le nord et, loin des chemins battus, coupait à travers bois. Après avoir passé la nuit dans une petite auberge où un ménestrel lui apprit les dernières nouvelles, il repartit à la pointe du jour, avec l'espoir de faire une longue course. Mais les sentiers de l'immense forêt étaient si tortueux qu'il n'était encore que sur la lisière du West Riding de Yorkshire quand, de nouveau, la nuit tomba. Ne sachant plus quelle route choisir, dans le lacis forestier, il décida de s'en fier à l'instinct de son cheval, et bien lui en prit. Le sentier s'élargit peu à peu, et le tintement d'une clochette annonça bientôt au chevalier qu'il approchait de quelque ermitage. L'instant d'après, le clair de lune lui découvrait en effet une haute paroi rocheuse à laquelle s'adossait une cabane de troncs d'arbres et de torchis que surmontait une croix faite de 2 branches de sapin. Ce ne fut qu'après avoir frappé 2 fois qu'il obtint une réponse, et fort peu engageante. Qui que tu sois, passe ton chemin, fit une voix brutale. Ne trouble pas dans ses dévotions le serviteur de Dieu et de saint Dunstan. Je n'ai rien ici qu'un chien voulu partager avec moi. Ouvre au moins ta porte, et si tu ne peux pas plus pour moi, indique-moi la route à travers ces ténèbres. La route est facile. Le sentier en face conduit à un marécage, bordé par un ruisseau. Le gué traversé suit la rive gauche,
Mais prends garde, elle est assez escarpée, en plusieurs endroits effondrée. Ensuite, droit devant toi. Un marécage, un chemin crevé. Mais sire ermite, tu ne me persuaderas pas de m'aventurer ainsi dans cette nuit noire. Ouvre ta porte, ou par le ciel, tu m'obligeras à l'enfoncer. Ami voyageur, ne m'oblige pas à mon tour à user de certaines armes que le ciel m'a accordées pour ma défense. Aussitôt, à son appel, des aboiements répondirent. Mais, perdant patience, le chevalier frappa si violemment la porte du pied que le montant en fut ébranlé. « Je t'ouvre, bon voyageur !» cria aussitôt l'anachorète pour ne pas exposer sa cabane à un second assaut. « Je t'ouvre, mais tu ne t'en féliciteras pas. » Couvert de son froc et de son capuchon, un vigoureux gaillard se montra aux yeux du chevalier. D'une main, il tenait une torche allumée, et de l'autre un bâton de pommier sauvage qui méritait plutôt le nom de massue. À ses côtés, 2 mâtins n'attendaient qu'un signe pour bondir sur l'arrivant. Mais dès qu'il aperçut face à lui un chevalier sous les armes, l'ermite changea de ton, s'excusa sur l'heure tardive, l'insécurité des temps, de guerre lasse, il ouvrit largement la porte. « La pauvreté de ta cellule !» s'écria le chevalier, à la vue d'un lit de feuillage, d'une table grossière de planches brutes et de 2 escabelles, te met pourtant, bon père, à l'abri des brigands, sans compter ces 2 mâtins de taille à terrasser un cerf. Ils s'assirent et, pendant quelques instants, se regardèrent d'un air grave. « J'ai 3 prières à t'adresser, révérend père, » dit enfin le chevalier. « Une place pour mon cheval, quelques morceaux pour mon souper, une couche pour y dormir. » De la main, l'ermite désigna 2 coins de sa cellule. Voilà l'écurie et voilà le lit. Quant au souper, il prit sur une planche une assiette dans laquelle dansait une poignée de pois chiches. Le voici. Comme il plaît à Dieu, répondit le chevalier en haussant les épaules. Il fit entrer son cheval qu'il avait laissé attaché à un arbre, le désharnacha et lui jeta sur le dos son propre manteau. Touché sans doute par tant de sollicitude, son hôte sortit une minute et revint avec une botte de foin et une généreuse ration d'avoine. Après avoir étendu sur le sol une couche de fougères sèches destinée aux cavaliers, il entonna un bénédicité qui n'en finissait plus, où le latin ne figurait que par d'incompréhensibles syllabes. Puis, donnant l'exemple, il introduisit une demi-douzaine de pois dans une vaste bouche armée de dents aussi blanches et aussi aiguisées que celles d'un sanglier. Pauvre mouture pour un aussi puissant moulin. Pour lui faire raison, le chevalier se débarrassa aussitôt de son casque et de son corselet, et laissa voir un visage auréolé de boucles blondes, des yeux bleus au regard droit, une moustache d'un roux ardent, le visage hardi de l'homme qu'annonçait la haute stature. En réponse à la confiance de son visiteur, l'ermite rejeta son capuchon sur la nuque, et, sous une calotte de cheveux sombres et crépus, il découvrit un large front, d'épais sourcils, et des joues aussi rubicondes que celles d'un trompette, d'où descendait une longue barbe noire et frisée. « Permettras-tu à un humble pêcheur de te demander ton nom ? » « Oui, da, on me nomme dans ce canton l'ermite de Copmanhurst. On ajoute l'épithète de saint. Mais je m'en juge indigne. Et toi, me diras-tu le nom de mon hôte ? Oui, da, ermite de Copmanhurst. On me nomme dans ce canton le chevalier noir. On ajoute l'épithète de fainéant. Pas plus que toi, je ne tiens à l'épithète. Tu es un sage, je le vois, sire chevalier fainéant, mais je me rappelle à l'instant que le charitable garde forestier m'a laissé à son dernier passage quelques victuailles auxquelles je n'ai pas touché, par égard pour ma règle. Je l'aurais parié, saint ermite. À voir ta mine gaillarde, j'étais sûr qu'il se trouvait dans ton ermitage quelque solide nourriture. L'ermite jeta sur son hôte un long regard qui exprimait une comique incertitude. Enfin, il prit son parti, courut au fond de sa cellule et, d'une armoire soigneusement dissimulée, il tira un énorme pâté qu'il plaça sur la table. Le chevalier eut au fait de l'éventrer de la pointe du poignard qu'il portait à la ceinture et de faire connaissance avec son contenu. « Y a-t-il longtemps, mon bon père, que cet honnête garde t'a fait visite ?» demandait-il entre 2 bouchées.
2 mois environ, répondit l'étourdi. Par le ciel, tout est miraculeux sous ton toit. J'aurais juré que le gibier qui a fourni ce savoureux pâté trottait encore il y a 8 jours à travers ces bois. La remarque déconcerta l'ermite, qui voyait par ailleurs, avec envie, son hôte livrer au pâté une attaque vigoureuse, à laquelle son vœu d'abstinence lui interdisait de se joindre. « Mais à propos, s'écria le chevalier, compatissant, je me rappelle qu'en Palestine, l'usage veut qu'on goûte soi-même au mets présenté à l'hôte. Loin de moi de te soupçonner de mauvaises intentions, mais fais-moi, sire ermite, la grâce d'obéir à l'usage. Soit, sire chevalier, je me départirai donc pour une fois de ma règle. » Et ses doigts plongèrent aussitôt dans les entrailles du pâté. La glace rompue, l'hôte et le convive rivalisèrent d'appétit, mais bien que le second eût jeûné depuis plusieurs jours, le premier gagnait de loin. « Dis-moi, ermite de Copmanhurst, reprit le chevalier, je parie mon cheval contre un sequin que ton brave homme de garde forestier, à qui nous devons ce succulent pâté, a dû te laisser quelques bouteilles de bon vin pour l'arroser, en cherchant bien... » Déjà, l'ermite se levait, mi-souriant, mi-gêné, mais au diable la contrainte maintenant. Dans l'armoire au pâté, il sortit une grande bouteille de cuir, qui pouvait en contenir 8 de taille normale, et posa sur la table 2 coupes de corne cerclées d'argent. « Weiss Heil » s'écria-t-il en saxon. « À ta santé, chevalier fainéant. Drink Heil, brave ermite, à la tienne. Mais explique-moi, comment un gaillard bâti comme toi, et qui s'y entend à vider les pots, peut moisir dans la solitude. Il tirerait beaucoup mieux, à mon avis, de défendre un château fort, de manger gras et de boire sec. À tout le moins, si j'étais toi, je me divertirais à chasser les daims du roi, et il y en a dans cette forêt. » Ami fainéant, coupa l'ermite en fronçant les sourcils. « Bois, mange, régale-toi tout ton soûl, mais point de questions indiscrètes, sinon, sur ma foi, tu piques plus que jamais ma curiosité, et j'aimerais te connaître mieux avant de te quitter. Quant à tes menaces, sainte Anachorète, sache que tu parles à un homme dont le métier est d'affronter tous les dangers. Au fait, quelles sont donc tes armes, vaillant ermite de Copmanhurst? Depuis les ciseaux de Dalila et le clou de Yaël, jusqu'au cimetière de Goliath, il n'en est pas avec lesquels je ne sois pas capable de tenir tête. Mais si tu m'en laisses le choix, mon digne ami, que dis-tu de ces 2 joujoux? » Ce disant, il ouvrit une seconde armoire et en tira 2 boucliers et 2 épées bien affilées. Mais le chevalier avait eu le temps d'un coup d'œil d'apercevoir quelques arcs, une arbalète, des traits, des flèches, sans compter une harpe, qui ne semblait guère à l'usage d'un cénobite. « J'en ai vu assez, frère ermite, pour n'avoir plus de questions à te poser. Referme ton arsenal, c'est avec cette harpe que j'entends jouer contre toi. »